Introduction, Traorme, à Saint-Omer, au XVIe et XVIIe siècle. Méthode, remerciement. Avec cette étude, vous voyagerez dans l'artois de la contre-réforme, au XVIe et XVIIe siècle. Vous y ferez, en particulier, la connaissance des deux Brandes, résidents influents de Saint-Omer, ville qui était alors la plus peuplée de cette province après Arras. Licencié en droit, le père, Jehan, par la force et la constance de son engagement au sein de l'échevinage puis du bailliage, se hissera au rang de la noblesse. Son fils aîné, Godefroy, gentilhomme financier, se constituera un important patrimoine, mais sera privé de descendance masculine. Son fils cadet, Jean, magistrat, vicomte de Wormhout, sera à l'origine des branches d'Aire sur la Lys et d'Arras, assurant, lui, sa descendance jusqu'à nos jours. De plus, s'immiscer dans l'histoire des premières générations connues de cette famille à Saint-Omer, c'est aussi s'immerger dans le climat très particulier des affrontements religieux de cette période, qui, pourtant, par ricochet, seront à l'origine d'un exceptionnel rayonnement pour la ville, devenue vers la fin du XVIe siècle le pôle éducatif majeur des Pays-Bas espagnols et foyer intellectuel français et anglais, sous influence espagnole. L'Artois étant alors une possession du roi d'Espagne. Cette étude a nécessité de nombreuses recherches. Dans un premier temps, ne pouvant consulter que très peu de registres paroissiaux de cette époque très reculée, j'ai eu recours aux généalogies officielles, notamment celle de la Chesnais-des-Bois 3. Découvrir les noms des différents membres et leurs trois François-Alexandre Aubert de la Chesnais-des-Bois, dictionnaire de la neuf liens de filiation, était déjà en soi une belle avancée. Au fil de la lecture, un arbre se construisait, génération après génération. Mais comment ensuite insuffler un peu de vie à toutes ces données? Ce fut l'étape la plus longue, la plus laborieuse et la plus intéressante. Deux sources s'imposèrent presque d'emblée, les mémoires de l'Académie d'Arras mais aussi, et surtout, ceux de la Société des antiquaires de la Morénie, à Saint-Omer. Deux sociétés savantes toujours existantes et très importantes dans la constitution et diffusion de la recherche concernant ces parties du Pas-de-Calais. Sur mon sujet, certains auteurs, tout passionnants, avaient été particulièrement prolifiques. Je voudrais citer, entre autres, les érudits suivants et, de manière posthume, leur exprimer ma profonde reconnaissance pour la qualité de leurs travaux. Ce sont Henri Pied, 1793, 1848, 4, de son vivant bibliothécaire de la ville de Saint-Omer. Jean Derem, 1798, 1861, 5, pharmacien de profession. Henri de Laplane, 1806, 1873, 6, avocat. Louis Cavrois, 1839, 1909, 7, avocat. Émile Pagard d'Hermonsart, 1839, 1912, 8, licencié en droit, noblesse tome 4, Paris, 1844, 4 Henri Pied, 1793, 1848, bibliothécaire de la ville de Saint-Omer en 1833 et secrétaire archiviste de la Société des antiquaires de la Morénie. 5 Jean Derem, Calais, 1798 Saint-Omer, 1861, pharmacien, conseiller municipal de Saint-Omer et membre, entre autres, de l'Académie d'Arras et de la Société des antiquaires de la Morénie. 6 Henri de Laplane, Saint-Omer, 1806, 1873, avocat, député, historien et membre de nombreuses sociétés savantes dont celle des antiquaires de la Morénie en 1839, 7 Louis Cavrois, Saint-Omer, 1839, 1909, avocat, sociétaire des deux académies citées ci-dessus et auteur de multiples mémoires sur l'histoire locale. 8 Émile Pagard d'Hermonsart, Saint-Omer, 1839, 1912, licencié en droit, fonctionnaire. Membre de la Société des antiquaires de la Morénie à partir de 1874 et auteur de très nombreux articles historiques sur Saint-Omer. 10 M. l'abbé Oscar Bled, 1839, 1928, 9. Prêtre du diocèse de Saint-Omer, et M. l'abbé Augustin du Sautoir, 18, 19, 10. Prêtre de la basilique Notre-Dame de Saint-Omer. Tous ces auteurs, de par la précision de leurs recherches, me permirent de plonger dans l'histoire locale de Saint-Omer et, peu à peu, ajouter un peu de chair à mes arides données généalogiques de départ. Des portraits se dessinèrent,
un ou deux par génération, décrivant une trajectoire familiale sur 2 siècles, emblématique d'une certaine évolution socio-culturelle typique d'alors. D'autre part, au fil du travail, les contours d'un certain contexte se précisèrent. Que fallait-il en retenir? Ce sera également tout l'objet de cette étude. En route donc pour les Pays-Bas espagnols, dans ce Saint-Omer des XVIe et XVIIe siècles, partie de l'Artois alors très flamande. L'Europe était certes déchirée par des guerres incessantes, mais Saint-Omer, la dévotieuse de par son abbaye et sa cathédrale, en profita pour devenir la ville savante par excellence grâce à la fondation de ses collèges. Dans la rue, on y entend parler le flamand, le français, mais aussi l'anglais, l'espagnol, très probablement l'allemand, ainsi que le latin, langue de communication de cette époque. L'empereur d'Allemagne Ferdinand I, dans une lettre en 1630, n'avait-il pas écrit à l'un de ses correspondants: « Personne ne passe pour avoir fait de solides études, s'il n'en a jeté les fondements à Saint-Omer, 11-9 l'abbé Oscar Bled, Saint-Omer, 1839-1928, prêtre du diocèse de Saint-Omer, historien et membre de nombreuses sociétés savantes, 10 l'abbé Augustin du Sautoir, qui fut prêtre de la basilique Notre-Dame de Saint-Omer. Il publia de nombreux mémoires de 1892 à 1925, 11 O'Connell et le collège anglais à Saint-Omer, par Louis Cavrois, Arras, Saint-Onze-la-Ville, entre guerre et guerre, vivait un âge d'or. J'y serai votre guide aux Homères, 1867, page 21, 12 archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique, à Dino, Valenciennes, 1857, en couverture du volume 18 de la collection 3EX en graphe série. Tome 6, 12 géants de Branden donc pour les Pays-Bas espagnols, dans ce Saint-Omer des XVIe et XVIIe siècles, partie de l'Artois alors très flamande. L'Europe était certes déchirée par des guerres incessantes, mais Saint-Omer, la dévotieuse de par son abbaye et sa cathédrale, en profita pour devenir la ville savante par excellence grâce à la fondation de ses collèges. Dans la rue, on y entend parler le flamand, le français, mais aussi l'anglais, l'espagnol, très probablement l'allemand, ainsi que le latin, langue de communication de cette époque. L'empereur d'Allemagne Ferdinand I, dans une lettre en 1630, n'avait-il pas écrit à l'un de ses correspondants: « Personne ne passe pour avoir fait de solides études, s'il n'en a jeté les fondements à Saint-Omer, 11-9 l'abbé Oscar Bled, Saint-Omer, 1839-1928, prêtre du diocèse de Saint-Omer, historien et membre de nombreuses sociétés savantes, 10 l'abbé Augustin du Sautoir, qui fut prêtre de la basilique Notre-Dame de Saint-Omer. Il publia de nombreux mémoires de 1892 à 1925, 11 O'Connell et le collège anglais à Saint-Omer, par Louis Cavrois, Arras, Saint-Onze-la-Ville, entre guerre et guerre, vivait un âge d'or. J'y serai votre guide aux Homères, 1867, page 21, 12 archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique, à Dino, Valenciennes, 1857, en couverture du volume 18 de la collection 3EX en graphe série. Tome 6, 12 géants de Brande, licencié Eslois, l'un des 5 conseillers au domaine et bailliage de Saint-Omer, bailli général de l'abbaye de Saint-Bertin, au XVIe et XVIIe siècle, ça 1535, 1606, aux Pays-Bas espagnols, sous la contre-réforme géant, premier d'une nouvelle lignée, où quand le courage de revendiquer ses convictions haut et fort ne lui fit pas défaut 13 l'Artois, sous la contre-réforme, province des Pays-Bas espagnols à l'Artois. Un pays d'État jusqu'à la Révolution. L'Artois est une province dotée, jusqu'à la Révolution, des États d'Artois, qui siégeaient à Arras. Cette assemblée regroupait des représentants des 3 ordres de clergé, la noblesse et le tiers-État, et remplissait des fonctions administratives, notamment fiscales et politiques. Contrairement aux autres provinces françaises, ou pays d'élection, les 3/4 de la France d'alors, dépourvues de ce type d'assemblée et relevant directement du roi, l'Artois était donc un pays d'État, qui, face au pouvoir central, sut conserver une relative autonomie, en particulier au niveau de ses communes. L'Artois, sous l'autorité du roi d'Espagne de 1526 à 1678, quand Jehan de Brande commença d'officier à Saint-Omer, vers 1560.
La ville était une cité placée sous l'autorité du roi d'Espagne Philippe II. L'Artois, entre autres provinces, était en effet devenu espagnol 13 depuis le traité de Madrid, signé en 1526 par le roi François Ier, prisonnier de l'empereur Charles Quint, père de Philippe II, après sa défaite à Pavie. Charles Quint XIV était alors tout à la fois empereur romain germanique, roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, des 17 provinces des Pays-Bas aux Pays-Bas espagnols, dont l'Artois et la Flandre, et autres possessions des Habsbourg. Monarque pieux et ambitieux, il voulait, tel Charlemagne, réaliser l'unité religieuse de 13 Saint-Omer ne redeviendra française que vers la fin du XVIIe siècle. Avec le traité de Nimègue en 1678, 14 Charles Quint abdiqua en faveur de son fils Philippe II en 1555, 14 son empire. C'était compté sans un protestantisme naissant qui, par endroits, embrasera des foyers de guerre civile. De fait, Philippe II, non moins pieux que son père, à qui il succéda, ne pourra empêcher, en 1579, la scission de ces Pays-Bas espagnols en deux blocs, au nord, se détachant de son empire, la République indépendante des Provinces-Unies, dont la Hollande, à tendance protestante, et au sud, demeurant sous son autorité, les Pays-Bas méridionaux aux Pays-Bas du Sud, dont l'Artois et la Flandre, restaient fidèles à la foi catholique. La ville de Saint-Omer, après avoir été plongée, à son échelle, dans le tumulte d'une quasi-guerre, fit donc partie, après 1579, des Pays-Bas méridionaux aux Pays-Bas du Sud, et de ces années de troubles, surtout 1578 à 79, Jehan de Brande, comme beaucoup d'autres à cette époque, faillit en payer le prix fort. À la suite de ces événements, pour l'empire de Philippe II, désormais amputé des provinces du Nord devenues indépendantes, l'heure fut, plus que jamais, à la défense et à la consolidation du catholicisme. Pour lutter contre la réforme, le Concile de Trente mit donc en place tout un programme de reconquête des âmes, la contre-réforme, visant à juguler l'expansion du protestantisme et exalter la grandeur de Dieu. Ce programme passait, entre autres, par l'art de style baroque et l'éducation de type jésuite au service de la foi catholique. Pour l'art, on peut encore admirer, dans la cathédrale de Saint-Omer, une descente de croix de Pierre-Paul Rubens, le grand maître du baroque flamand, qui s'attacha à peindre les émotions avec un rare talent. Le protestantisme refuse les images, notamment celle de la Vierge et des saints. Le catholicisme y aurait pleinement 15 le Concile de Trente, qui se déroula dans la ville de Trente, au nord de l'Italie, s'étala sur 18 ans, de 1545 à 1563, et se fixa pour objectif la lutte contre le protestantisme ou la religion des réformés. Avec Luther en Allemagne et Calvin à Genève, le Concile mit donc en place la contre-réforme tridentine de Trente, visant à la reconquête catholique et à un renouveau spirituel, d'où l'expression de catholicisme tridentin 15 recours. Les églises à cette époque affichant à dessein une profusion de tableaux et de statues, c'est Saint-Omer, la ville aux 2 collèges jésuites pour le volet éducatif. Saint-Omer, dans la seconde moitié du XVIe siècle, s'employa à en développer les ressources d'une façon tellement spectaculaire qu'elle devint, de manière inédite, avec l'appui du roi d'Espagne, la ville aux 2 collèges jésuites, wallon 16, 1566, et anglais 17, 1593. Le collège anglais, qui sera pendant quelque temps le principal établissement jésuite sur le continent 18, jouira d'une telle réputation que l'empereur d'Allemagne Ferdinand I, dans une lettre en 1630, écrivait « Personne ne passe pour avoir fait de solides études, s'il n'en a jeté les fondements à Saint-Omer. » 19 illustrations 2, l'ancien collège des jésuites anglais, Wikimedia Commons. 16 La chapelle du collège des jésuites wallons vient d'être magnifiquement restaurée. 17 Les jésuites anglais furent expulsés de leur pays par leur reine, Élisabeth I, chef suprême de l'église anglicane. Cette nouvelle église avait été fondée par le père d'Élisabeth I, Henri VIII, le roi aux 6 épouses, après son rejet de l'autorité du pape 18 O'Connell et le collège anglais à Saint-Omer, par Louis Cavrois, Arras, Saint-Omer, 1867, page 21. 19 idem 16 illustrations 3, extérieur de la chapelle du collège, Wikimedia Commons, le lycée Alexandre Ribovin, 42 rue Gambetta,
occupe ces deux anciens collèges des jésuites anglais et wallons des Saint-Omer, la ville au beau clocher 21. Cité épiscopale dans toutes les provinces des Pays-Bas, l'on aurait découvert difficilement alors une place plus florissante en la foi et plus dévotieuse au service de Dieu que celle de Saint-Omer en Artois, car, en ce lieu, les catholiques, ecclésiastiques ou séculiers, étaient reçus avec grande douceur, humanité et assistance. Cette cité était ornée de tous les édifices religieux qui l'ont rendue célèbre. Elle était sillonnée en quelque sorte de communautés de maisons monastiques, et sa physionomie se montrait toute cléricale. 22-20 Alexandre Ribot, ancien élève du lycée qui devient, en 1892, président du Conseil sous la Troisième République. 21 Citation de Froissart, chroniqueur du XIVe siècle. 22 Anecdotes anglaises sur la ville de Saint-Omer, par Henri Pied, R. 1846, page 20-21, 17 Toute dévotieuse au service de Dieu, Saint Omer l'avait été depuis l'époque de sa fondation. À l'origine cité abbatiale, elle s'était construite, à partir du 7e siècle, autour de l'abbaye Saint-Bertin, devenue au Moyen-Âge l'une des plus puissantes abbayes de l'ordre de Saint-Benoît. Appelée jusqu'à la Révolution le monastère des monastères, elle n'est aujourd'hui réduite qu'à quelques vestiges. Illustration 4. Voici hélas ce qu'il reste de la puissante abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer. 23 au XVIe siècle, en 1561, une année après le mariage de Jehan de Brande, Saint-Omer devint également cité épiscopale. 24, la ville de Thérouanne, siège de l'ancien évêché, ayant été détruite par les troupes de Charles Quint. La très belle collégiale Notre-Dame de Saint-Omer, à l'admirable style gothique flamboyant, était promue cathédrale. Et si on ajoutait, à son abbaye et à sa cathédrale, toutes ses églises paroissiales, ses couvents et maisons de charité, Saint 23 au premier plan de la photo, prise par moi-même en décembre 2008. On peut apercevoir la statue en marbre de l'abbé Suger, l'un des plus prestigieux bienfaiteurs de l'abbaye. Né à Saint-Omer, il a été à l'origine de la construction de la basilique de Saint-Denis en 1144. 24 Saint-Omer devint ainsi le siège d'un évêché avec la ville de Boulogne et d'Ypres. 18 Omer, à cette époque, même au regard de l'importance de sa population 25, battait des records pour le nombre de ses établissements à caractère religieux. Dans ses collèges, on assistait donc à des représentations dramatiques, en latin et en grec, exaltant la grandeur de Dieu, et dans sa cathédrale, son abbaye et ses nombreuses églises paroissiales, à de fastueuses cérémonies avec force prédication. Enfin, dans ses rues, avaient parfois lieu de spectaculaires processions visant à captiver les fidèles et les détourner de la réforme. C'est dans ce Saint-Omer-là que vécut Jehan de Brande, une ville de lettrés qui prit un caractère très cosmopolite où ses religieux donnaient le ton en matière de théologie, philosophie, poésie, etc. La très grande richesse du fonds ancien de sa bibliothèque municipale en est aujourd'hui la manifestation matérielle. Illustration 5, cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, Wikimedia Commons, 25 Saint-Omer était la ville en Artois la plus peuplée après Arras. 19 Illustration 6, séminaire épiscopal de Saint-Omer, XVIIe siècle, style flamand, 26 Saint-Omer, ville parfois soumise à de rudes épreuves. En effet, la seconde moitié du XVIe siècle fut pénible pour la paroisse Saint-Denis comme pour toutes les autres paroisses et communautés de Saint-Omer, tour à tour troublées par la révolte des calvinistes, envahis par les troupes étrangères et terriblement décimés par la peste et même la famine. 27 affrontements militaires avec les Français. Épidémies de peste, famine, mettaient parfois la cité à genoux. Mais il faut croire qu'à chaque épreuve, la ville parvint à se relever. 26 Architecture style HTM Carpentier Bruno Free et faire 27 Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe siècle. Par l'abbé Augustin du Sautoir, Saint-Omer, 1912, page 94. J'ai mis en italique certains éléments vainqueurs sous la contre-réforme. C'est aussi la Renaissance. Saint-Omer connut en même temps un exceptionnel développement artistique et intellectuel à l'origine d'un patrimoine, notamment architectural, en partie heureusement préservé. Illustration 7, descente de croix 1616, par Pierre-Paul Rubens, 1577-1640, cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. 28 Wikimedia Commons,
Photo par Jean-Paul Grandmont 21 II. Géant de Brande, SA 1535, 1606, seigneur du Bardoul et de Tilgues en partie, licencié Eslois, l'un des 5 conseillers au domaine et bailliage de Saint-Omer, bailli général de l'abbaye de Saint-Bertin, époux de Marie de Lenore. Au XVIe et XVIIe siècle, aux Pays-Bas espagnols, sous la Contre-Réforme, ou quand le courage de revendiquer ses convictions haut et fort ne lui fit pas défaut, suggestion de promenade, si vous voulez marcher sur les traces de Géant de Brande. À Saint-Omer, je vous invite à découvrir la place du Maréchal Foch, dans son coin nord-est, là où se trouvait autrefois l'hôtel de Sainte-Aldegonde, où se réunissaient les chevinages de la ville, son théâtre, construit en 1834. Où très probablement se trouvait avant l'hôtel du bailliage au XVIe siècle. Un autre hôtel du bailliage sera construit sur cette place en 1786, au numéro 42 bis, qui abrite aujourd'hui la caisse d'épargne, la rue Saint-Bertin, où il résidait très probablement 22 les ruines de son abbaye bénédictine Saint-Bertin, classée monument historique en 1840, dont il devint le bailli l'église Saint-Denis, classée monument historique en 1989, et la chapelle Sainte-Cécile, où il fut inhumé, Géant 29 de Brande, qui naquit vers 1535 et décéda à Saint-Omer en 1606, ne laissa aucun écrit privé. Pour une esquisse de ce que fut son histoire, j'ai donc tenté de retrouver les faits marquants jalons de sa vie publique. Magistrat à Saint-Omer, il poursuivit, dans les institutions locales, une belle carrière ascendante. Mais ce qui le fit sortir de l'ombre, ce sont les événements de la fin de la décennie 1570. Au plus fort des troubles religieux qui agitèrent sa ville, Géant de Brande, personnalité d'une certaine influence, laissa sa marque dans les archives locales. Membre de l'échevinage puis du bailliage de Saint-Omer, il fut enfin bailli général de ces messieurs de Saint-Bertin, la prestigieuse abbaye de la ville. Mais dans quelles circonstances vécut-il précisément un Géant ? Ses études, son mariage avec Marie de Lenore et leurs descendants et dans quelles circonstances vécut-il précisément un Géant ? Ses études, son mariage avec Marie de Lenore et leurs descendants en Flandre, Artois, Hainaut, et plus généralement les anciens Pays-Bas, les registres paroissiaux antérieurs à 1586 sont rares. 30-29 Géant de Brande, dans certaines sources, est également appelé Jean. Son second fils s'appelant Jean, j'ai préféré garder Géant pour le père, afin de le distinguer du fils. 30 Histoire de famille. Les registres paroissiaux et d'état civil du Moyen-Âge à nos jours, par Paul Dielsal. Presse universitaire de Franche-Comté, 2009, pages 58 à 59. Je me suis permise de mettre en italique les éléments de la citation qui m'ont 23. Nous ne connaissons donc pas la date de naissance de Géant. Il serait né vers 1535 très probablement à Saint-Omer. Le type de fonction qu'il occupera étant réservé aux Audomarois de naissance, ville où il vivra presque toute sa vie, ainsi que l'attestera le reste de ce chapitre. Fils de Gérard de Brande, seigneur de la Campe 31, près de Saint-Omer, et d'Anne de Vergelot, il devint licencié eslois, sans doute gradué de l'université francophone de Louvain, la seule alors à proximité dans cette ère de l'Empire espagnol. Celle de Douai ne devant être fondée qu'en 1562 par le roi Philippe II, l'université de Louvain, fondée en 1425, la plus ancienne université de Belgique, était, au XVIe siècle, l'une des plus semblées d'une certaine importance. 31 fief de la Campe, entre Zudosque et Moringhem. Aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Omer, canton de l'Imbre 24 renommé. On y travaillait dur, si le vent à 5 heures du matin et ne bénéficiant d'aucune indulgence. 32 Géant de Brande, sans doute, s'employa à y étudier le droit jusqu'à la licence, très probablement avec une certaine application, au vu du professionnalisme qu'il démontrera par la suite. Les études se faisaient en latin. Le poète audemarois Simon Ogier, qui avait également étudié le droit à Louvain, nous rappelle, par la voix de son biographe, 33 que pour se préparer à de telles études, il avait commencé l'étude du latin et du grec dès l'âge de 7 ans. Point d'exclamation. Avec le savant et très grand Bellingham 34. On peut imaginer que Géant, dès son enfance, avait été encouragé à suivre un tel enseignement. Le grade académique de la licence, obtenu, comme aujourd'hui,
après 3 ou 4 années d'études, était celui de la plupart des détenteurs d'offices œuvrant au niveau d'une ville, d'une province ou de l'État central. À Saint-Omer, ville servante par excellence comptant de nombreux praticiens du droit civil dans sa magistrature communale, ainsi que du droit canonique, parmi les chanoines de sa cathédrale et les moines de son abbaye. L'émulation pour un jeune homme d'une famille aisée, telle que celle de Jehan, devait être plus que notable. En 1560, ses études finies, Jehan se maria, établissant un contrat à Saint-Omer le 25 juin avec Marie de Lenore. Marie était la fille de Jehan de Lenore, seigneur de Bobrel 35, décédé au moment du mariage de sa fille, et Marie Lefèvre 32 Le monde universitaire de Louvain au XVIe siècle, par Edmond Poulet, dans Revue catholique, 1867. Page 14, 33 Simon Augier, par Monsieur E. M. D. Robineau, Saint-Omer, 1879. Page 4, Simon Augier est né en 1549, au 99, rue de Dunkerque, dans la maison dite du Blanc-Rame, encore visible aujourd'hui 34. Le précepteur de Simon Augier, Balinghem, aurait été également poète. Nous n'en savons pas davantage sur lui. 35 Bobrel ou Bobrel, fief situé à une quinzaine de km au sud-est de Saint-Omer dans le village de Blaringhem, à la frontière entre l'Artois et la 25. L'oncle de Marie, Jehan, que de Jehan, Lefèvre, seigneur de la Couldrée 36, était également licencié eslois, occupant en 1560 la fonction de lieutenant particulier 37 au bailliage de Saint-Omer. La belle famille de Jehan de Brande se trouvait donc très étroitement associée à la structure administrative de Saint-Omer, siège d'un échevinage d'un bailliage 38. Jehan et Marie, sans doute originaires de la paroisse Saint-Denis, continuèrent très probablement d'y résider après leur mariage. Jehan s'y fera inhumer ainsi que ses enfants, et ses petits-enfants s'y feront baptiser. C'était la paroisse échevinale par excellence 39. La rue Saint-Bertin en était l'artère principale, reliant la prestigieuse abbaye Saint-Bertin à la désormais cathédrale Notre-Dame. Au XVIe siècle, dans cette ville où le flamand était encore couramment utilisé, les habitations y étaient d'un même style flamand, avec pignons à pas de moineaux. Une jolie expression, aujourd'hui, sauf exception. La plupart des constructions visibles dans cette rue datent du XVIIIe siècle. Flandre indication retrouvée dans le contrat de mariage de l'un de ses descendants, Gilles-François de Lyre 36 La Couldrée, fief situé très près du précédent, à Montknorbecourt, arrondissement et canton de Saint-Omer 37 magistrats. Le lieutenant particulier du bailliage secondait le lieutenant général qui lui-même secondait le bailli 38. Leur définition sera précisée peu après 39. Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais. Depuis ses origines jusqu'au XXe siècle, par l'abbé Augustin du Sautoir, Saint-Omer, 1912, page 106, 26 illustration 8, à droite de la photo, au numéro 35 de la rue Saint-Bertin, une maison de style flamand avec son pignon à pas de moineaux. Photo élaborée à partir de Google Maps, le couple fut ensuite en mesure d'assurer sa descendance, ce qui n'était pas de première évidence pour l'époque, étant donné le taux de mortalité chez les jeunes enfants et les femmes en couche. Et tous deux vécurent de longues années. Jehan décéda très probablement plus que septuagénaire et Marie lui survécut au moins 7 ans. 2 fils naîtront donc de cette union. Godefroy, futur octogénaire, une incroyable performance pour le XVIe siècle, et Jean, futur simple quinquagénaire. Seul Jean, le cadet, assurera la postérité du nom 40-40. Je reviendrai sur la descendance de Jehan dans le chapitre suivant. 27b Jehan, clerc du crime, de l'université à l'échevinage de Saint-Omer, 1561-1565, dès 1561. Soit une année après son mariage, Jehan de Brande, jeune licencié eslois d'environ 25 ans, débuta sa carrière à l'échevinage de Saint-Omer 41, situé Grand Place, aujourd'hui place du Maréchal Foch, dans l'ancien hôtel de Saint-Aldegonde. Du XIVe siècle, aujourd'hui détruit, il était situé dans le coin nord-est de la place. Jehan devait y rester presque un quart de siècle. Durant ses 4 premières années au sein du magistrat, il y officia en tant que greffier criminel, encore appelé clerc du crime.
Mais l'échevinage étant à la fois tribunal municipal et instance administrative communale, Jehan de Brandy occupait des fonctions relevant tout autant du judiciaire que des affaires publiques municipales. L'échevinage de Saint-Omer, encore appelé dans cette province le magistrat, était présidé par le mailleur, premier magistrat de la ville. À Saint-Omer, le corps communal était composé de 12 échevins, 2 conseillers pensionnaires, 2 greffiers, le greffier civil et le greffier criminel, le greffier civil, qui, dans les cérémonies publiques, avait préséance sur les procureurs, 2 procureurs syndics, d'un conseil et d'un arrière. Conseil se composant des 12 échevins antérieurement en exercice. Mailleur et échevins seront supprimés en 1790. 41. L'ancien greffe était situé dans l'aile de l'hôtel de Saint-Aldegonde au-dessus d'une grande salle servant de magasin au rez-de-chaussée. Cette pièce avait 13 pieds de large sur 16 de longueur de l'est à l'ouest et avait le double d'étendue du nord au sud. Elle était voûtée en arête à ogive avec clé sculptée. Une fenêtre unique à ogive donnait sur la Ténerne. Il communiquait par un vestibule avec l'antichambre de la salle d'audience du magistrat, pages 165 à 66. Cet hôtel étant situé Grand Place Mémoire de la Société des Antiquaires de la Morigny, 1901-1902, tome 27, les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790 par M. Pagard d'Hermonsart 28 C. Jehan, clerc du secret, 1565, 1585, à l'échevinage de Saint-Omer, 2 coffrets et un tonneau d'archives de 1565 jusqu'en 1585. Il devint ensuite greffier civil, ou greffier principal ou encore clerc du secret, une charge beaucoup plus importante que la précédente. À des attributions judiciaires, s'ajoutait désormais celle de secrétaire de l'ensemble de l'échevinage et de responsable des archives de la ville. Pour toutes ces raisons, la fonction de clerc du secret était élective. Chaque année, le jour de l'épiphanie, cet officier municipal se faisait élire ou réélire par l'échevinage, demeurant par principe révocable à volonté. Le greffier principal, dans les cérémonies publiques, avait préséance sur les procureurs syndics. Voici ce que précise M. Pagard d'Hermonsart. Précédemment mentionné, les premiers clercs principaux furent choisis dans les meilleures familles de la ville, parmi les clercs ecclésiastiques ou les bourgeois instruits 42 points. Il fallait des hommes sérieux et sûrs, car les fonctions les mettaient à même de connaître tous les actes de l'échevinage, à une époque où les conseils de ville ne discutaient pas seulement les intérêts locaux, mais étaient les chefs de petites républiques jouissant d'une certaine indépendance, ayant au dehors leurs ambassadeurs et leurs conseillers pensionnaires, et traitant directement avec les princes ou avec leurs conseils, avec les commandants d'armée ou les gouverneurs de la place. La moindre indiscrétion, maladresse ou imprudence du secrétaire du magistrat pouvait compromettre le succès de certaines négociations. Jehan de Brandy, bourgeois instruit, sérieux et sûr, discret, prudent et adroit. 13 ans de suite, le magistrat, dans la halle échevinale de la ville, lui accordera ses suffrages 42 ces mois qui mai en Italie et 29 mai en janvier 1578. Au moment de sa réélection, tout se compliqua. De grands troubles agitèrent la ville. Le parti des catholiques fidèles au roi d'Espagne et Philippe II s'opposant à celui des protestants 43, partisans de Guillaume Ier d'Orange-Nassau, 44 gouverneurs de la Hollande, convertis au calvinisme. Toute la partie nord de l'Empire espagnol bascula dans une véritable guerre religieuse et civile. Et il semble que du parti catholique, encore appelé parti espagnol, Jehan, ou Jean, en était l'un des défenseurs les plus influents, Jean de Brandy, greffier de la ville, dont l'attachement au parti catholique était bien connu et le signalait à leur haine, celle des orangistes, 45, page 224-225. Et la haine populaire poursuivait surtout le greffier principal de la ville, Jean de Brandy. On le contraignit dans l'assemblée du 7 janvier à donner sa démission. Il fut remplacé par Louis Bernier, page 229, le 3 février 1578. Jehan ainsi que 6 autres membres du magistrat sont arrêtés. 2 semaines plus tard, ils seront conduits de force à Arras pour y être jugés.
Guillaume d'Orange, le calviniste, sortira vainqueur du conflit. L'Union d'Utrecht, en janvier 1579, ratifie l'indépendance des 7 provinces du Nord, donnant naissance aux provinces unies d'alors et aux Pays-Bas d'aujourd'hui. L'orange deviendra la couleur emblématique du pays. Quelques mois plus tard, avec l'Union catholique d'Arras, en mai 1579, les provinces du Sud, dont la Belgique actuelle, l'Artois, la Flandre, restés fidèles au roi d'Espagne, constituent les nouveaux 43 à Saint-Omer. Les orangistes étaient également appelés Synoguais, du nom de leur chef, marchand s'aligné de la ville 44 né en 1533. Guillaume d'Orange Nassau y sera assassiné à Delft en 1584. 45 Mémoires de la Société des antiquaires de la Maurénie, Saint-Omer, 1888, 1889, tome XXI, page 225, CF article page 203 à 455. La réforme à Saint-Omer et en Artois jusqu'au traité d'Arras par M. l'abbé Oblet 30 Pays-Bas du Sud ou Pays-Bas méridionaux. Saint-Omer en fait partie. Quant à Géant, une sentence du Conseil d'Artois du 9 avril vint absoudre les prisonniers et les rendre à la liberté, sans les autoriser toutefois à rentrer dans leur ville. Mais les troubles s'apaisèrent dès la fin de l'année 1578. Le 22 juin 1579, Jean de Brandt fut rétabli provisoirement dans ses fonctions et Louis Bernier fut à son tour emprisonné. 46 en 1585. 6 ans après ces événements, Géant décida de quitter cette fonction. Mais, ajoute M. Pagard d'Hermansart, la surveillance du magistrat sur cet officier était très effective. Quand le sieur de Brandt quitta ses fonctions pour celle de conseiller au bailliage, la ville exigea qu'il lui rendît ses comptes, car il avait été greffier à une époque très troublée, comme nous l'avons déjà dit, pendant la révolte des Synoguais. Il refusa de se dessaisir de plusieurs registres et de divers papiers sans une décharge absolue, parce qu'ils contenaient la justification de sa conduite. Il fallut faire un inventaire de ces papiers qui remplissaient 2 coffres et un tonneau. Il fallait pouvoir répondre de sa probité. Et, dans son cas, l'expérience parlait des Géants, l'un des 5 conseillers au domaine et bailliage de Saint-Omer, 1585-1600, en 1585, vers les 50 ans. Ce qui était un âge relativement 46 CF article d'Émile Pagard d'Hermansart sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790, 31 conséquent à cette époque, Géant de Brandt licencié et loi devint ainsi conseiller de sa dite majesté espagnole, au domaine et bailliage de Saint-Omer, pays d'Artois 47. Dans les cérémonies, les officiers du bailliage avaient la préséance sur les maillots et échevins. En premier, venait le bailli suivi du lieutenant général, puis des conseillers, au nombre de 5 à Saint-Omer 48. Géant de Brandt, désormais au 3e rang dans la hiérarchie des institutions locales, en assumera les responsabilités pendant un peu plus de 15 ans, officiant principalement sous l'autorité d'Eustache de Croix, haut et puissant seigneur. Comte du Reux, bailli de Saint-Omer jusqu'en 1600. Le bailliage représentait le roi, en l'occurrence le souverain d'Espagne Philippe II. Géant, l'ancien officier échevinal, devenait donc officier royal. Et le bailliage de Saint-Omer, second de l'Artois après celui d'Arras, regroupait, à la fin du XVIIe siècle, plus de 60 communautés aux alentours. Sa juridiction, par rapport à celle de l'échevinage, s'en trouvait donc très largement étendue. Sur les murs de l'hôtel du bailliage, sur l'actuelle place du Maréchal Foch, alors la place royale, on y lisait les placards ou édits du roi ainsi que les sentences prononcées par le tribunal du bailliage. Selon M. Courtois 49, cet hôtel était, par conséquent, l'équivalent d'un hôtel du gouvernement doublé d'un palais de justice. Les bailliages seront supprimés en 1790, 47 Bibliothèque de Saint-Omer, Cartulaire de Saint-Bertin, volume 10, page 32, vue 36, 674, charte numéro 8, du 30 avril 1582, Cyclotesia.
Généalogie en Artois. Recherche généalogique dans la région de Saint-Omer. 48 coutumes locales tant anciennes que nouvelles des bailliages et villes de Saint-Omer, R, etc. Paris, 1744. Page 23, 49. Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, 1851. Article de Monsieur Courtois, secrétaire archiviste. Lu à la séance solennelle du 7 février 1848. Lecture et publication d'un placard de Charles Quint à la Bretèque de la Maison royale de Saint-Omer, en l'an 1531, page 195 à 197. 32 illustrations 9. Gravure de l'ancien hôtel du bailliage de Saint-Omer, autrefois situé sur l'actuelle place du Maréchal Foch, très probablement à l'emplacement de l'hôtel de ville-théâtre construit en 1834. Échevinage et bailliage répondant à des intérêts différents, s'ensuivaient des rivalités entre ces deux institutions. Seulement, selon M. Pagard d'Hermansart, le bailli n'eut pas non plus pour seul adversaire l'échevinage, mais aussi l'évêque, les divers établissements ecclésiastiques et les seigneurs féodaux. 50-50 Histoire du bailliage de Saint-Omer, 1193 à 1790, tome 1, par M. Émile Pagard d'Hermansart, Saint-Omer, 1898. 33 à Saint-Omer. En effet, les autorités ecclésiastiques temporelles étaient doubles, concurrentes, et toutes deux d'un grand pouvoir. D'un côté, la cathédrale Notre-Dame, avec son évêque et son prévôt à la tête d'un chapitre, et de l'autre, l'abbaye Saint-Bertin, avec son abbé et son bailli à la tête d'une cour d'hommes de fief ou francs hommes issus de l'abbaye. Il y avait donc parfois fort à faire. Les officiers du bailliage se retrouvaient donc au sort d'un système de force où chacun tentait de préserver sa part d'influence et de pouvoir. Mais le bailliage, représentant le pouvoir royal, en était, de par la loi, l'ultime arbitre géant, bailli général de ces messieurs de Saint-Bertin, SA 1595, 1606. Pourtant, il semble que Jehan de Brandt parvint à dépasser ces rivalités, car, en même temps qu'il fut conseiller au bailliage, il devint également bailli général de ces messieurs de Saint-Bertin, en latin, Seniorem licencié loi protorem Saint-Bertin, ainsi était-il appelé le 25 mai 1602, sur l'acte de naissance d'un de ses petits-fils, Charles, au titre de bailli général de l'abbaye. Jehan de Brandt exercera, comme par ailleurs, des fonctions à la fois de magistrat et d'administrateur, de magistrat de la cour d'hommes de fief ou francs hommes de cette abbaye. C'est le bailli qui procède à l'arrestation et à l'emprisonnement. Il fait l'instruction, mais en présence de plusieurs francs hommes de Saint-Bertin, 51. Cette cour avait juridiction sur le territoire de l'abbaye ainsi que sur celui de ses possessions. 51. Études sur les institutions municipales, histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au XIVe siècle, par Arthur Giry, Paris, 1877, pages 134 à 135. 34 et d'administrateur du temporel de l'abbaye, c'est-à-dire de ses biens et domaines. C'est sous son sel, celui du bailli, que se passaient les contrats qui se faisaient, soit entre l'abbaye et les particuliers, soit entre les habitants du territoire soumis à sa juridiction. 52. Et, dans ce but, selon la tradition, se tenait, chaque jeudi, dans la salle abbatiale, un conseil, avec bailli, conseillers et officiers de Saint-Bertin ainsi que tous les cénobites. 53, les moines de la communauté. Illustration 10, ruine de l'abbaye Saint-Bertin, à Saint-Omer, vers 1850, lithographie du peintre de Marois Ulysse de Homme, 54. Or, comme il l'a déjà été évoqué, les années où Jehan de Brandt officia ne furent pas des plus faciles. Période d'instabilité militaire, de difficultés économiques avec la cherté des grains, du blé, de l'avoine, d'insécurité sur les routes et de menaces récurrentes d'épidémies de peste, le trésor de l'abbaye était épuisé. 55. Pour cette raison, il semble que Jehan de Brandt exerça cette fonction de manière bénévole. 52. Idem page 136. 53. Variétés historiques sur la ville de Saint-Omer, par Hector Beaureperpier, page 102. 54. Photos appartenant désormais au domaine public. 55. Les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, page 178, 35. Jehan de Brandt, bailli du chapitre de Saint-Omer,
Il ne fut nommé qu'à la charge de ne prendre aucune pension de l'abbaye de Saint-Bertin. 56. Il lui fallut donc redoubler d'efforts, sous la gouvernance de l'abbé Wasne-Grenet, abbé de Saint-Bertin de 1580 à 1603. Dans ces instants de crise, l'abbaye était loin de se soustraire aux charges communes. Nous voyons donc Wasne-Grenet fournir sa large part aux frais de la guerre ainsi qu'à l'entretien des remparts. Il défend les prérogatives de sa communauté à l'occasion d'un nouveau cimetière établi dans le Haut-Pont. Pour les victimes de la peste qui venaient de franchir les murs du monastère, 1582-57 dont Grenet, ainsi qualifié par le poète audomarois Simon Ogier 58, la peste qui, en 1596, fera de nouveau son apparition, décimant en peu de jours la population du 12 septembre au 27 octobre 1959. Pourtant, l'abbaye Saint-Bertin 60, joyau de l'architecture gothique, continuait, en dépit des épreuves, de jouir d'une 56 mémoire de la Société des antiquaires de la Morigny 1901, tome 27, page 146. Article d'Émile Pagard d'Hermonsard sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790, 57 les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, pages 173 à 174. 58 Annales de la Société d'émulation pour l'étude et l'histoire des antiquités de la Flandre, Bruges, 1862, 1863, page 57. Panotieu était un philosophe stoïcien. 59 Les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, page 192, 60 variétés historiques sur la ville de Saint-Omer, par Hector Beaurepaire-Pied, page 98, 36 réputations européennes, en raison de la charité, la sagesse et l'érudition 61 de ces moines. La démonstration s'en renouvelle, en 1593, avec l'accueil par l'abbé de Saint-Bertin et l'évêque de Saint-Omer des jésuites anglais fuyant les persécutions de leur reine Élisabeth et l'anoblissement de Jehan de Brandt par le roi d'Espagne et Philippe II, Lille, le 7 février 1587, et entre-temps. Pourtant de périls encourus et sa défense de la foi catholique, ainsi que pour tous ses services rendus à la couronne, Jehan, vers l'âge de 52 ans, sera anobli par lettre du roi d'Espagne et Philippe II enregistré à Lille le 7 février 1587. Ce caractère de noblesse étant transmissible à ses enfants et à toute sa descendance à venir. Grâce à cet anoblissement, Jehan de Brandt devient donc le véritable fondateur d'une nouvelle dynastie, chef d'un nouveau lignage et de tout un réseau d'influence. Les armoiries du nouvel écuyer seront d'azur à 3 flammes d'or ombrées de Col 62. Selon le généalogiste Louis-Eugène de la Gorgue-Rosny, le père de Jehan, Gérard de Brandt, seigneur de la Campe, était déjà issu de nobles races des Pays-Bas 63. L'avait-il été, sans que l'on puisse retrouver la trace d'un acte de noblesse, ou avait-il été un roturier vivant noblement? Les choses, pour Jehan, sont désormais clarifiées. 61 idem page 101-62 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, par Veugiano, édité chez J. Jacob, 1760, page 76, 63 Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guinée pays circonvoisins, volume 1, par Louise-Eugène de la Gorgue-Rosny, édition du Palais Royal, 1974, page 254, 37 illustrations 11, Philippe II, roi d'Espagne, 1527, 1598, par Sophonisba Anguissola, peinture domaine public, 64 par cet acte de Philippe II, souverain, entre autres, du comté d'Artois, Jehan de Brandt, écuyer, s'agrège donc officiellement à la noblesse. On verra que ses descendants y gagneront en notabilité et prestige. Ses petits-enfants s'allieront à la noblesse d'épée qui occupait dans la ville des fonctions militaires de première importance. Son petit-fils Gilles d'Ostrel de Lyre sera nommé grand bailli et capitaine de Saint-Omer. Les différents fiefs que possédait Jehan de Brandt permettaient également de donner une assise terrienne à son nouvel état. Il était en effet propriétaire des seigneuries de la Campe, aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Omer, près de Limbre, du Bardoul, à Blaringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Dunkerque, canton d'Azebrouck,
à 15 km au sud-est de Saint-Omer, hameau relevant du château de Cassel 65 et de Tilx en partie. Aujourd'hui dans l'arrondissement et canton de Saint-Omer, à 5 km vers le nord-ouest. À l'image, alors, de beaucoup des officiers du roi, car 64 Philippe II, fils de Charles Quint, 1500-1558, et d'Isabelle de Portugal, 1503-1539-65. Se peut-il que Jehan ait hérité de la seigneurie du Bardoul de son père, Gérard de Brande, qui avait des propriétés relevant du château de Cassel 38. Les guerres et l'usure biologique avaient creusé d'inexorables fossés dans les rangs de la noblesse et celle-ci aurait disparu depuis longtemps si elle n'avait été régénérée régulièrement par du sang neuf. Le XVIe excella dans ce domaine, car il réussit non seulement à panser les plaies de la guerre de Cent Ans et de la peste noire, mais il fut une époque de grande expansion démographique nobiliaire, ainsi donc la noblesse, loin d'être un groupe fermé, se révèle au XVIe siècle une élite particulièrement ouverte qui a pour vocation de regrouper tous ceux qui jouent un rôle dans l'encadrement de la société et de l'État. 66 forts de ce nouveau statut. Les deux fils de Jehan, Godefroy et Jean, feront de beaux mariages, traités dans les chapitres suivants. Décès de Jehan de Brande, à Saint-Omer, dans la paroisse Saint-Denis, 23 octobre 1606, vers les 70 ans, âge très avancé pour l'époque. Maître Jehan de Brande décède le 23 octobre 1606, laissant une épouse, enfants et petits-enfants. Il sera inhumé dans l'église Saint-Denis, paroisse échevinale et aristocratique de la ville 67, dans la chapelle de Sainte-Cécile, au bout de ladite église. Sigiste noble homme Jean de Brande SR du Bardoul de Tilx en partie et qui rendit son âme à Dieu le XXI d'octobre 1606. Priez Dieu pour son âme 68 et plus précisément, on voyait encore, au XVIIIe siècle, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Cécile, le marbre funéraire de Jehan de Brande, 66. La société française au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, par Jean-Marie Constant, Offris, 1994, page 17. C'est moi qui ai mis en Italie et de l'État, 66 forts de ce nouveau statut, les deux fils de Jehan, Godefroy et Jean, feront de beaux mariages, traités dans les chapitres suivants. Décès de Jehan de Brande, à Saint-Omer, dans la paroisse Saint-Denis, 23 octobre 1606, vers les 70 ans, âge très avancé pour l'époque. Maître Jehan de Brande décède le 23 octobre 1606, laissant une épouse, enfants et petits-enfants. Il sera inhumé dans l'église Saint-Denis, paroisse échevinale et aristocratique de la ville 67, dans la chapelle de Sainte-Cécile, au bout de ladite église. Sigiste noble homme Jean de Brande SR du Bardoul de Tilx en partie et qui rendit son âme à Dieu le XXI d'octobre 1606. Priez Dieu pour son âme 68 et plus précisément, on voyait encore, au XVIIIe siècle, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Cécile, le marbre funéraire de Jehan de Brande, 66. La société française au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, par Jean-Marie Constant, Offris, 1994, page 17. C'est moi qui ai mis en italique certains éléments de la citation 67. Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe accent grave siècle, par l'abbé Auguste du Sautoir, Saint-Omer. TVI 68 Fonds Violette de Nouercarme, Bibliothèque municipale de Saint-Omer, 39 SGR du Bardoul et de Tilck, décédé en 1606, et celui d'un second Jehan de Brande, vicomte de Wormhout. Près de là, se trouvaient également les pierres tombales des demoiselles Antoinette du Plouich et Marguerite de la Diennet, alliées à la famille de Brande, et rappelées à Dieu en 1604 et 1614. 69 Jehan de Brande y avait été précédé d'une de ses belles-filles et y sera suivi d'autres membres de sa famille. Le magnifique ensemble de sépultures à représentation, de tableaux funèbres et de verrières armoriées, qui constituaient, autrefois, comme le livre généalogique des plus illustres familles de la ville de Saint-Omer, dans l'église Saint-Denis 70. Ce marbre funéraire érigé à la mémoire de Jehan et de ses proches ne serait plus visible aujourd'hui. Conclusion sur Maître Jehan de Brande sont donc advenues,
Dans ce décor multilingue, multiculturel, sur fond de dynamisme artistique et intellectuel mais aussi de difficultés économiques et même démographiques où la guerre n'est jamais loin. Ces événements connus de la vie de Jehan de Brande au sein des institutions locales. Au niveau de sa vie publique, Maître Jehan de Brande, dans sa robe noire, a été très officiellement le gardien du droit, prenant part à toutes ces cérémonies empreintes de culture religieuse et antique. C'est à la fois la contre-réforme et la Renaissance avec sa redécouverte des anciens. Mais quel homme était-il derrière sa fonction? 69 Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe accent grave siècle, par l'abbé Auguste du Sautoir, Saint-Omer. Page 113, 70 idem page 22-40. On l'imagine dans sa ville de Saint-Omer, habitant rue Saint-Bertin et se rendant chaque jour, soit du côté de la Grand Place, l'actuelle place du Maréchal Foch, où se trouvaient la halle échevinale et l'hôtel du bailliage, soit de l'autre vers l'abbaye Saint-Bertin. Sérieux, adroit, avec une grande capacité d'organisation, sans doute. Ambitieux, dévoué, l'époque est sombre, avec ses épisodes de guerre, de famine, d'épidémie. Mais il semble que Jehan de Brande la traversa avec un certain courage, n'hésitant pas, comme pendant la révolte des calvinistes, à revendiquer ses convictions haut et fort. Il est, de fait, le premier de sa lignée à avoir laissé sa marque dans les archives. Plus de 400 ans plus tard, il a toujours des descendants. Illustration 12, intérieur de l'église Saint-Denis à Saint-Omer, par Hippolyte Sebron, Wikimedia Commons, 41 Godefroy de Brande, ça 1561 ça 1643, seigneur de la Campe, fils aîné de Maître Jehan de Brande, seigneur du Bardoul, un gentilhomme financier, 3 fois veuf, ou quand le destin se chargea de tromper ses attentes. Illustration 13, portrait d'homme, par France Hals, 1630, Wikimedia Commons, à Saint-Omer, au XVIe et XVIIe siècle, aux Pays-Bas espagnols, sous la contre. Réforme 42. Suggestion de promenade, si vous voulez marcher sur les traces de Godefroy de Brande, je vous invite à découvrir, à Saint-Omer, la rue Saint-Bertin, où très probablement il résidait, non loin de son père, Jehan l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, auquel sa fille Marie fera une donation de lits pour les pauvres. La cathédrale Notre-Dame, classée sur la première liste des monuments historiques en 1840, où se trouve le triptyque avec les portraits des chanoines de la Dienée, oncle de sa seconde épouse, inhumé derrière l'horloge astrolabe. L'église Saint-Denis, classée monument historique depuis 1989, où furent baptisés ses enfants, Marie, en 1593, et Anne-Marguerite, en 1611, et en particulier la chapelle Sainte-Cécile, où ses 2 premières épouses furent inhumées, où très probablement il fut lui-même inhumé, et la chapelle de Strel de Lierre, où fut inhumée sa 3e épouse. À Cassel, l'ancienne cour de sa Châtellenie, aujourd'hui musée départemental de la Flandre, avec lequel Godefroy contracta une rente constituée, ainsi que toute la petite ville de Cassel, dépêtée du Nord, Ardes de Dunkerque, et le village préféré des Français en 2018. À Gravelines, l'église Saint-Louis-Ibrore, où sans doute fut célébré son second mariage, en 1608, avec Marguerite de la Dienée, ainsi que toute la petite ville de Gravelines, classée parmi les 105 plus beaux détours de France. 43 Iléi. Godefroy de Brande, ça 1561 ça 1643, seigneur de la Campe, fils aîné de Maître Jehan de Brande, un gentilhomme financier, 3 fois veuf et père de 2 filles, à Saint-Omer, au XVIe et XVIIe siècle, où quand le destin se chargea de tromper ses attentes. Godefroy, qu'à 1561 plus vers 1643, frère aîné de Jean, qu'à 1562 plus 1612, est le fils de Marie de Lenore et Maître Jehan de Brande. 71. Magistrat devenu l'un des 5 conseillers au bailliage de Saint-Omer et bailli général de l'abbaye Saint-Bertin. Il est très probable que Godefroy, tout comme ses parents, résida à Saint-Omer, dans la paroisse Saint-Denis, à mi-chemin entre l'abbaye Saint-Bertin et la cathédrale Notre-Dame, joyau de l'architecture gothique. L'époque où vécut Godefroy reste difficile, déchirée entre affrontements civils, les guerres de religion, opposant catholiques et protestants, et militaires, incursions françaises pour tenter de reconquérir l'Artois, alors province espagnole, et avec la guerre,
on voit reparaître la peste et la famine 72, Saint-Omer, à la veille de manquer de vivres, est de nouveau visité par l'épidémie qui, en peu de jours, décime la population, du 12 septembre au 27 octobre 1596. Point 73-71 CF également article sur Géant de Brande dans la revue du groupement généalogique de la région du Nord numéro 254, 72 c'est moi qui souligne 73 Henri de la Plane, les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère volume 2, Saint-Omer, 1855, page 192, 44 la ville en sort ravagée, et ce, jusqu'à l'arrivée, en 1598, à Bruxelles, à la gouvernance des Pays-Bas espagnols, d'un couple, l'infante Isabelle, fille du défunt roi d'Espagne Philippe II, lui-même fils de Charles Quint, et de son épouse Albert, considérés dans l'histoire de l'Artois de cette époque comme les bons génies de la reconstruction. 74 l'agriculture et l'industrie, surtout le textile, enfin se relève. Cette période de prospérité durera jusqu'à la disparition d'Albert, en 1621. Puis, de manière sporadique, l'Espagne et la France reprendront le chemin des hostilités, pour Arras, première ville en importance de l'Artois, jusqu'en 1640 et, pour Saint-Omer, seconde ville de la province, jusqu'en 1678, traité de Nimègue, date auquel les deux villes seront finalement reprises par les Français. 74 Charles Dubois, Histoire d'Albert et Isabelle, Bruxelles, 1847, page 134, 45 illustrations 14, Albert d'Autriche, vers 1600, par France Bourbu le Jeune, Wikimedia Commons, illustration 15, l'infante Isabelle, vers 1600, par France Bourbu le Jeune, Wikimedia Commons, 46 à Saint-Omer de 1561 à 1643, de l'année de naissance présumée de Godefroy de Brande à celle supposée de son décès, entre guerre et guerre illustration 16, Monseigneur Gérard d'Américourt, plus 1577, Bibliothèque de Saint-Omer en moins 1561, dont Gérard d'Américourt, abbé de Saint-Bertin, est également sacré premier évêque de Saint-Omer. Il crée le Collège des pauvres boursiers de Saint-Bertin en 1561, 1563, moins 1566, Monseigneur Gérard d'Américourt fonde également le Collège des Jésuites wallons, qui sera très vite considéré comme le meilleur établissement d'enseignement secondaire des pays bas espagnols. Sa chapelle, magnifique, vient d'être restaurée moins 1572, en France, massacre de la Saint-Barthélemy, massacre des protestants moins 1577, décès de MGR d'Américourt. Il fut l'un des plus dignes prélats de son siècle. Véritable providence des pauvres 75, il versa ses trésors pour venir à leur aide, pour cultiver leur sœur, leur intelligence. Pontife éclairé, il avait compris son époque, il savait que 75 c'est moi qui mets en Italie 47 dans l'éducation religieuse du peuple, repose la solution de cet immense problème social qui a tant ébranlé et ébranlera longtemps encore peut être la croyance des générations à venir. 76-1578, révolte des synagogues partisans à Saint-Omer du protestantisme, encore appelés orangistes partisans de Guillaume d'Orange aux patriotes. Le nom de synagogue leur venait d'Antoine Synoguet, marchand saligné de la ville, qui prit avec quelques autres la tête de la révolte des réformés contre les catholiques. Géant de Brande, père de Godefroy, en fut l'une des victimes. Alors greffier principal de l'échevinage de la ville, il fut démis de ses fonctions par les émeutiers protestants qui l'emprisonnèrent à Arras 77. Mais l'année suivante, Géant de Brande serait rétabli dans ses fonctions moins 1579, avec l'union d'Utrecht en janvier, les 7 provinces du Nord, de religion protestante, Pays-Bas d'aujourd'hui, déclarent leur indépendance et deviennent les provinces unies. Et avec l'union catholique d'Arras en mai, les 10 provinces catholiques du Sud, regroupant notamment la Belgique actuelle, la Flandre, l'Artois et le Hainaut, confirment leur fidélité au roi d'Espagne, Philippe II,
et deviennent les Pays-Bas du Sud ou Pays-Bas méridionaux -1582, autre épidémie de peste -1588, défaite de l'armada espagnole par les Anglais au large de Gravelines, avant-port de Saint-Omer. Philippe II abandonne ensuite tout projet d'invasion de l'Angleterre, terre de l'anglicanisme, assimilée à une forme de protestantisme pour le roi très catholique d'Espagne. L'Angleterre est alors dirigée par la reine Élisabeth I-1593, fondation d'un séminaire épiscopal, grâce au denier légué, par Monseigneur Jean VI, second évêque de Saint-76 les abbés de Saint-Bertin d'après les anciens monuments de ce monastère, volume 2, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1855, page 105, 77 cf. Article d'Émile Pagard d'Hermonsard sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 et 1790. Mémoire de la Société des antiquaires de la Maurénie, Saint-Omer, 1901, page 133, 48 Omer 78 et d'un collège des jésuites anglais, persécutés en Angleterre par leur reine Élisabeth I-1596, nouvelle épidémie de peste -1598, le 2 mai, traité de paix de Vervins entre Philippe II d'Espagne et Henri IV, roi de France, puis décès de Philippe II au palais de l'Escurial, Espagne, à l'âge de 71 ans, l'infante Isabelle et l'archiduc Albert, la fille et le gendre du défunt roi, deviennent gouverneurs des Pays-Bas espagnols depuis Bruxelles -1600, établissement de la première imprimerie à Saint-Omer -1618, -1648, guerre de 30 ans, reprise des hostilités entre l'Espagne, gouvernée par le principal ministre du roi Philippe IV, le comte-duc d'Olivaret, 1621-1643, et la France de Louis XIII avec le cardinal-duc de Richelieu, 1624-1642-1621, décès de l'archiduc Albert et de Philippe III, roi d'Espagne. Avènement de Philippe IV, qui devient souverain des Pays-Bas, plus 1665. Grand mécénile protégea Velasquez et grand collectionneur, Philippe IV était peu intéressé par la politique et en confiait l'administration au comte-duc d'Olivaret, ci-dessus mentionné, 1635-1637. Nouvelle épidémie provoquant la mort de 13 000 personnes dans la ville et aux alentours -1638. Siège de Saint-Omer par les Français sous le commandement du maréchal de Châtillon. Après 2 mois, le 16 juillet, le maréchal renonce à assiéger la ville. Les affrontements ultérieurs entre l'Espagne et la France se solderont par la chute de l'Espagne, surtout après les batailles de Rocroi en 1643, de Lens en 1648 et, de manière définitive, avec la paix des Pyrénées en 1659, 78 Almanach historique et géographique d'Artois pour l'an bissextile 1788, Arras, 1788, page 130, 49 B. Godefroy de Brandouem de la Campe, un bon parti portrait d'homme, par France Hals, 1630, Wikimedia Commons, fils aîné de Jehan de Brand et Marie de Le Nord. On se souvient que leur contrat de mariage avait été signé à Saint-Omer le 25 juin 1560. On supposera que Godefroy est peut-être né vers 1561 dans la paroisse Saint-Denis, à Saint-Omer, paroisse où son père sera inhumé, et grâce à l'acte de mariage de sa future seconde fille Anne-Marguerite, X 9 septembre 1643, on peut en déduire que Godefroy, qui assista à la cérémonie, vécut plus qu'octogénaire, une prouesse pour l'époque. De son père, anobli en 1587 par le roi d'Espagne et Philippe II, Godefroy héritera du titre d'écuyer. Et en vertu du droit d'aînesse, ses 2 parents lui légueront un confortable patrimoine rural, constitué de fiefs. Il comprendra 50 du côté paternel, les seigneuries de la Campe 79, Godefroy se fera appeler M de la Campe, et du Bardoul 80 du côté maternel, celle de Bobrel et de la Couldrée 81, Campe, seigneurie de la, sur Zudos-Moringhem, touchant aux terres de la seigneurie de Noircarme et tenue du comté de Senaghem. 1604-1622, Godefroy de Brande, seigneur de la Campe, du Bardoul,
Épigraphie ancienne de Saint-Omer. Mem. SAMT 23, numéro 94, 97, 98, 82 Bardoul ou Bardoul. Seigneurie ou Hamel Bardoul, paroisse de Blaringhem, V-Bible. STOMS, 890, 34, 1604 1622, Godefroy de Brande, seigneur de la Campe, du Bardoul, Épigra NC de Saint-Omer, Mem. SAMT 23, pp. 390 392, No 94, 97, 98, fin du XVIES 83 Fief Amand Knorbecourt, relevant du château de Saint-Omer, 1614 Godefroy de Brande, escassaire de Lacan, Fizère de Marie de Le Nord, tient un fief, nomme le Coudray, 84 mais contrairement à son père et à son frère cadet, Jean, tous deux hommes de loi, il n'est pas fait mention, pour Godefroy, l'aîné, de diplôme licence et loi ou de l'exercice d'une charge publique 79 fiefs de la Campe, entre Zudoski et Moringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Omer, canton de l'Imbre 80 fiefs du Bardoul, à Blaringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Dunkerque, canton d'Azebrouck, à 15 km au sud-est de Saint-Omer, hameau relevant du château de Cassel 81 fiefs de la Couledrée, situé à Mont-Knorbecourt, aujourd'hui arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer 82 mémoire de la Société des antiquaires de la Maurinie. Statistiques féodales de l'Artois tome XXXII, 1921-1924, Saint-Omer, 1924, page 129, 83 idem, page 46, 84 idem, page 174, 51 faisant donc un saut dans le temps, à quoi Godefroy occupait-il son temps, grâce au contrat de mariage 85 établi en 1670 par son petit-fils Gilles-François de Lyre, héritier des deux filles de Godefroy, nous pouvons en avoir une idée assez précise 86 même si Marie et Anne-Marguerite, au cours de leur vie, effectueront leur propre placement financier, de la succession de Anne-Marguerite de Brande sa mère et de feu d'Anne-Marie de Brande dans de la Campe, sa tante, les Srissens, maison, terre, la Srie de Bardoul à Blaringhem sur Artois, la Srie de Beaubrel au Dilieu, une sens amasée de maison, grange et estable nommée la Coudray à Noir-Boncourt 87, jardin et terre, 123 mesures 88, autre sens amasée de maison, tour, grange et estable nommée la Haie à Fonquevillers 89, 240 mesures, manoir, bois, pré et terre, un droit de tirage, nommé le trage de Pine 90, rente foncière, terre à Inguem 91, tresse, prêt à campagne, Werdrek 92, Bill 93, Wizerne 94, Wis 95, maison, jardin 85 Fonzive-le-Maire, plus 2015, Généal Wiki 86 le contrat, dans son intégralité, se retrouve en annexe. J'en recopie les fautes telles qu'elles se présentent dans le texte 87 Seigneurie de la Couledrée, située à Mont-Knorbecourt, aujourd'hui arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer 88 un mesure de terre égale à soit environ 10 arts, 500 mesures équivalent à 50 hectares, 89 Fonquevillers, probablement près d'Arras, canton de Paz en Artois 90 Pine, sans doute le nom de la rivière aujourd'hui appelée la Pine-Bec coulant dans le village de Zutpine. Arrondissement de Dunkerque, canton de Wormhout 91 Inguem, arrondissement de Saint-Omer, canton d'Aire sur la liste 92 Werdrek, campagne Werdrek appartenait au bailliage de Estéomer 93 Bilk, arrondissement de Saint-Omer, canton d'Arc 94 Wizerne, arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer Sud 95 Wisque, arrondissement de Saint-Omer, canton de l'Imbre. Le village est aujourd'hui connu pour son abbaye bénédictine Saint-Paul. Fondée en 1889, L52 en la rue de la Grosse Pipe en Cestville, canon et arrentement sur le moulin d'Ic du Choc à la Wizerne 96, de par Antoine Beauvais. Arrentement sur un jardin à Haute-Soie paroisse de Zudos 97 de par Perron Évrard Veuve de Jean Maginot, 32 par les grands baillis nobles vassaux et hommes de fief de la cour et chaste le nid de Cassel, 32 par les
les religieux abbés et couvents de Est-et-Bertin, rendus par messieurs du clergé de Est-et-Omer, rendus par les estats du pays et comtés d'Artois, rendus par les mailleurs et échevins de la ville et cité de Est-et-Omer, assignés sur les fortifications d'Isselville, autres assignés sur les impostes des Brais 98, rendus par la ville et communauté d'Ypres, rendus par les Thibault et Francoise de la Noix sa femme, argenterie, un parement d'or, médaille d'or, perles, une croix de diamant, boutons d'or émaillés, tapisserie, un mestier de brasseur, par-dessus, 16 000 florins, somme due par les héritiers de monsieur d'Anquin d'argent presté par la dite dans le de la Campe sa tante maternelle le 28 décembre 1639. Ainsi, en plus de posséder des objets de valeur, bijoux, tapisserie, métier de brasseur. Nous sommes au pays de la bière, 99. Godefroy fut donc un rentier financier, vivant du revenu de ses seigneuries, sens ou fermes, avec, selon le cas, maison, manoir, tours, pigeonniers, granges, étables, ainsi que de ses prés à autres parcelles de terre, d'un droit de terrage, c'est-à-dire celui de prélever annuellement une partie des récoltes, est affilié à la branche masculine de la congrégation de Solesme 96 ou Iserne, arrondissement de Saint-Omer, canton de Longness. Il y a encore aujourd'hui dans cette commune une rue du Moulin. S'agit-il du Moulin du Choc L.97 Zudosque, arrondissement de Saint-Omer, canton de Limbre 98 impôts prélevés sur chaque sac de brai ou de grains, servant à brasser la bière 99 métiers se référant sans doute ici au matériel nécessaire pour fabriquer de la bière 53 d'un arrentement, sur un moulin, un jardin sans forme de location avec achat, ainsi que de produits financiers, tels que des prêts d'argent, celui de 16 000 florins sans une jolie somme mentionnée dans le contrat de mariage a été effectué par sa fille Marie, et autres rentes ou créances, appelées rentes constituées, dues par des institutions civiles, cours de la Châtellenie 102 de Cassel, les États d'Artois, Arras et Saint-Omer, le magistrat de Saint-Omer et d'Ypres 103, et religieuse, l'abbaye de Saint-Bertin, le collège jésuite de Saint-Omer, en plus de nombreux prêts à des particuliers. Illustration 17, ancien siège de la cour de la Châtellenie de Cassel, aujourd'hui musée départemental de la Flandre. Wikimedia Commons. À cette époque, à Saint-Omer, fonctionnait ainsi un véritable système de crédit. Santémon le Cessne, exposé de la législation coutumière de l'Artois, Arras, 1869, page 77. Arrentement, contrat par lequel une personne donnait à une autre la propriété de quelque immeuble, à condition d'en recevoir annuellement et perpétuellement une prestation soit en nature, soit en argent, sans ainsi un florin monnaie de Flandre équivalait à 2 livres parisis et si un livre parisis, au début du XVIIe siècle, à 3,39 €, la somme équivaudrait à 108 480 € d'aujourd'hui 102 Châtellenie. Seigneurie ou juridiction du seigneur châtelain 103 Ypres, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Saint-Omer, aujourd'hui en Belgique 54. Si l'Église interdisait le prêt à intérêt, elle acceptait cependant une forme particulière de crédit, la rente constituée 104, ou héritière, qui avait en fait toutes les caractéristiques d'un prêt à intérêt, généralement passé devant un notaire qui en assurait ainsi l'authenticité. Ce type de contrat est devenu, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'instrument de crédit privilégié dans la France du Nord, sans contracter de telles rentes constituées, publiques ou privées, établies devant notaire, et dont on pouvait hériter, revenaient à participer directement au fonctionnement d'institutions communales et régionales, ainsi qu'au développement économique local. Concernant Godefroy, un exemple très précis 106 nous en est donné, le 9 juin 1638, date à laquelle M. de la Campe, ainsi se faisait-il appeler, accorde un prêt de 6 000 florins sans cet allège-vinage de sa ville, Saint-Omer, alors totalement aux abois pendant le siège des armées françaises sous le commandement du maréchal de Châtillon,
pour subvenir aux nécessités très pressantes de cette ville, pour faire achat de ses provisions de divers outils, subvenir aux gages de canonniers, guetteurs sur les cloches, rafraîchissement aux soldats, vivres, munitions, et plusieurs autres choses, du tout nécessaires durant que l'ennemi François bloque cette ville, et que messieurs du magistrat enbailleront lettres d'obligation, au profit de Godefroy de Brande, SQISR de la Camp 108 pour la somme de 6000 florins à frais offert du denier 16 le 9e de juillet 1638.100.904 c'est moi qui mets en italique, ainsi qu'en fin de citation 105 Serge Dormard, le marché du crédit à Douai au XVIIe et XVIIIe siècle. Revue du Nord 2005-4 numéro 362 BP 803 à 833, 106 EF annexe 2, 107, 60 00 florins équivalent aujourd'hui à 40 680 €. 108 c'est moi qui mets en italique 109 mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, Tom Xiv, 1872-1874. Page 55 contenant très peu de chiffres, le patrimoine mentionné ci-dessus dans le contrat de mariage du petit-fils de Godefroy, Gilles-François de Lyre, est très difficile à évaluer. Néanmoins les prêts de Godefroy, en 1638, de 6000 florins, ou environ 40 600 €, puis de sa fille Marie 110, en 1639, de 16 000 florins, ou environ 108 000 €, peuvent en donner la mesure. L'aisance financière apporte prestige et influence. On peut donc supposer que Godefroy, notamment par la qualité des 3 différentes alliances qu'il contractera, fut un membre notable et actif de sa communauté. Mais reprenons le cours du temps. C'est Godefroy, son premier on peut supposer que Marie, femme célibataire. Prenons le cours du temps. C'est Godefroy, son premier mariage, avec Antoinette du Plouich, sœur d'un futur évêque d'Arras vers l'âge de 30 ans. Godefroy, gentilhomme financier, fils et frère de magistrat, établit un contrat de mariage à Saint-Omer le 17 avril 1591 avec demoiselle Antoinette du Plouich. Il est très probable que ce choix, comme c'était alors la coutume 111, émanait du père de Godefroy, Jehan de Brande, âgé à cette époque d'environ 55 ans, issu d'une noble famille d'Air. Sur la liste, la jeune artésienne agréée, Antoinette, était la fille de Jacques, seigneur de la Bretagne, et Françoise Tesson 112, et sœur de Jean, archidiacre 426 à 427. 110 on peut supposer que Marie, femme célibataire alors âgée de 46 ans résidant très probablement chez son père, ne dut accorder ce prêt qu'avec l'assentiment de celui-ci. 111 L'anecdote est restée célèbre grâce à MME de Lafayette. L'histoire du fils du président au Parlement de Dijon est aussi caractéristique. Ce fils était à marier et il questionnait « Est-il vrai, mon père, que vous me voulez marier à une telle, mon fils, mêlez-vous de vos affaires Madame de Lafayette, Rage Ashton, Cambridge Act de University Press, 1922, page 48, mise en gras par moi-même 112 221, reconnaissance numéro 129 le 11 mars 1658 à Lié, sens de la jolie clé 16 ville de Lié, au profit de Godefroy de Brande 56 d'Artois, doyen du chapitre de la cathédrale de Saint-Omer et futur évêque d'Arras. Jean du Plouich, beau-frère de Godefroy, poursuivra en effet une belle carrière. Dominicain, docteur en Sorbonne, il sera à la fois ecclésiastique et diplomate au service d'Alexandre Farnese 113, gouverneur des Pays-Bas espagnols, dont il était à la fois conseiller, ami et confident. 114. Illustration 18. Alexandre Farnese, Rome, 1545 Arras, 1592, gouverneur des Pays-Bas espagnols, par Otto van Véan, peinture domaine public,
115 Antoinette apportera ainsi en dot à son futur époux deux seigneuries près d'Aire sur la Lys, la Bretagne, Iceberg, et le pont à la Laque, à Oulron, qui resteront dans la famille de Brande jusqu'au XVIIIe siècle, Bretagne, fief de la, sur Iceberg, mouvant de la seigneurie du Dilieu 1587, Philibert du Plouache, XVIIES comte de Tholomée, 1715 à 16, Godefroy de Brande, à cause escuyer SR de la Champée dans l'Antoinette du Plouich sa compagne, Issel fillère de feu Jacques, vivant escuyer SR de la Bretagne dans le foie Tesson ses pères et Méron, virgule relevé de Monsieur Live le maire sur Genéanet Orc 113 Alexandre Farnèse, Rome, 1545 Arras, 1592, duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas espagnols, grand chef militaire qui s'était distingué à la bataille de Lépante, contre les Turcs 114 Monique du Croc, la cathédrale de Saint-Omer, son symbolisme, ses grands dignitaires, éditeur association cathédrale de Saint-Omer, 1997, page 142, 115 Otto Van Véan, 15 56, 16 29. Un temps maître du peintre Rubens 57 de sa femme Antoinette du Plouich, fille de Jacques, SR de la Bretagne M. le sergent, Antoine Emmanuel, Marie de D. le MA, FR de Brande, Confergie, A. Carpentier, les seigneurs d'Isberg, Bulle, SAM 256 livres page 563 116 pont à la Laque fief à Oulron, Confère page 620, 1538, 5 octobre du Marie-Marche, Veuve de feu Robert du Plouache, à son Trespazesque, SR du pont à le lac, Ems de Rebecque minute notariale, page 269, 1544, Marie-Marche, vivant 1544, et Robert du Plouche, esquisse du pont à le lac, décédé en 1514, IBMS, II, F70V, 1758, 6 juin vente, par Alex Fr, IGN de Brandy, à consort sergent, du fief gris du pont à le lac, tenu en franche sergentise de sa main à cause de son GADR, s'extendant dans la banlieue d'Aire, confère l'analyse des c'est l'acte complet au mot Tressam, gros de Saint-Omer, vente N658, 117 de l'union de Godefroy et d'Antoinette, ne survivront que 2 enfants 118, Philippe, né en 1592, qui se fera moine capucin 119, ordre de Saint-François, connu sous le nom de P. Godefroy 120 retrouvant ainsi le prénom de son père, 116 mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, statistiques féodales de l'Artois tome XXXII, 1921-1924, Saint-Omer, 1924. Page 102, 117 Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, Saint-Omer, 1834, page 1448, 118 Décédron en bas à Jeanne, né en 1595, et Louis, né en 1597, 119 Les moines capucins étaient ainsi nommés en raison du capuchon qui recouvrait leur tête. 120 Françoise Alexandre Aubert de la Chenaie des Bois, Dictionnaire de la noblesse tome 4, par Paris, 1844-58 Illustration 19, Saint-François d'Assise, en extase, par Francisco de Zurbaran, vers 1658, 1660, Alt Pinacotet, Munich, peinture domaine public, et Marie, ou Mel de la Campe, qui mourra sans alliance, baptisée à Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, le 9 septembre 1593, Marie eut pour parrain son grand-père paternel, géant de Brande. Elle établira un testament le 14 septembre 1656, puis y fera un codicile, le modifiant, le 18 février 1658, à l'âge de 65 ans 121, au profit de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Omer, 2021, dans le Marie de Brande dans le dudit la Campe, rente ordonnée par la dite Feudale de la Campe, par son testament le 14 septembre 1656, reconnu à Estéomer le 18 des moyens, pour le bois, zip et la peine que prendront les religieuses dit celui hospital, j'ajoute, hospital de St. Jean-Baptiste Estéomer, pour laver le linge des pépés capucins en Isselleville, comme nappe, serviettes, mouchoirs,
122, le frère de Marie, Philippe, était l'un de ces moines capucins. 121 Ibi 122 Fonds-Yves le Maire. Genéané Orc 59 Illustration 20, Hôpital Général de Saint-Omer, ou anciennement Hôpital Saint-Jean-Baptiste, rue de Wissoc, fondé en 1408 puis reconstruit en 1778. Marie de Brandy fondera Dolly. Photo Wikimedia Commons, 1985. Damoiselle Marie de Brande, damoiselle de la Campe, au roi par son testament fait le 14 septembre 1656, ratifié le 18 des mois, rente pour la fondation de deux lictes pour deux pauvres anciennes filles au dit hospital de Est-et-Jean, à la collation de son éleveur fils de son frère baron de Berneville et au cas de son décès sans délaissé enfant, son plus prochain parent du Costé des Brandes, elles ont recu de MRE Nicolas Saison-Breu habitué de la cathédrale de Est-et-Omer, receveur de nobles seigneurs Gilles Francois de Lyre baron de Berneville, seigneur de Neuville-Estévas, La Haye, la Campe. Nebber et héritier universel de la dite damoiselle Marie de Brande 123. Ce premier mariage de Godefroy avec Antoinette du Plouich restera donc sans descendance à la génération suivante. Leur fils Philippe devenant moine et leur fille Marie restant célibataire 123 idem 60 et leur mère, Dame Antoinette, décédera de manière précoce, après 13 ans de vie maritale, elle rendit son âme à Dieu le 30 septembre 1604. Sans doute vers l'âge de 30 à 35 ans, laissant donc deux enfants d'environ 12 et 11 ans, elle sera inhumée dans l'église Saint-Denis, chapelle Sainte-Cécile. On voyait encore, au XVIIIe siècle, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Cécile, les pierres tombales des demoiselles Antoinette du Plouich et Marguerite de la Diennet, alliées à la famille de Brande, et rappelées à Dieu en 1604 et 1614. 124 des Godefroy, son second mariage, avec Marguerite de la Diennet, demi-sœur d'un prévôt du chapitre de la cathédrale d'Arras vers l'âge de 47 ans, à Gravelines 125, l'Avent. Port de Saint-Omer, le 15 octobre 1608, Godefroy, après 4 ans de veuvage, contracta une seconde alliance avec demoiselle Marguerite de la Diennet. Sans doute leur mariage fut-il célébré dans la seule église du lieu, Saint-Willibrord, nom du saint anglo-saxon, moine bénédictin, venu évangéliser la Flandre. 124 Abbé Auguste du Sautoir, histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe siècle, Saint-Omer, page 113, 125 Gravelines abrite l'une des plus importantes centrales nucléaires d'Europe. Mais c'est une ville au passé riche, reconnue comme étant une cité fortifiée. Elle regorge des nombreuses richesses naturelles, culturelles et historiques. La ville est classée parmi les 105 plus beaux détours de France. Wikipédia. C'est au large de Gravelines qu'eut lieu la défaite de l'invincible Armada en 1588. 61 Illustration 21. Église Saint-Willibrord de Gravelines, construite en 1598. Wikipédia. Marguerite, fille de Jacques, seigneur de Baudricourt 126, est également issue d'une noble famille de Saint-Paul, sur Ternoise. Elle avait